Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. Vous êtes entrepreneur dans le numérique et Digital Champion, c'est-à-dire représentant de la France auprès de la Commission européenne sur les questions numériques, et vous nous faites le plaisir de revenir sur le plateau de Xerfi-Canal à l'occasion de la parution de votre nouveau livre Big Data, penser l'homme et le monde autrement aux éditions Le Passeur. Alors déjà on va commencer, le titre il est assez intriguant. Alors en quoi le Big Data peut-il changer l'homme? Quels sont les progrès attendus qui seront véritablement marquants pour l'humanité dans les prochaines années que l'on peut anticiper avec l'essor du Big Data? Alors c'est plus qu'une discipline technique et on peut avoir des progrès très importants. Je donne juste un exemple, c'est Prepol, c'est un logiciel pour les forces de police et on vous rentrez beaucoup de statistiques dans ce logiciel qui sont là où les gens vivent, à quelle heure ils sortent du travail, les embouteillages qui peuvent exister dans une ville, etc. Et en fonction de tout ça, vous allez optimiser les routines des forces de police. Et de fait, l'objectif que vous avez, c'est de faire en sorte que les populations qui sont susceptibles de voir le plus la police, c'est les gens qui sont susceptibles de commettre des délits. Et juste en faisant ça, c'est des stats, hein, c'est pas de la science-fiction ou des films d'anticipation. Juste en faisant ça, vous allez arriver à réduire finalement la délinquance de 13%. Et ça, vous pouvez le faire dans tous les domaines. C'est ce qu'on appelle des gains d'opportunité. C'est-à-dire que vous arrivez à optimiser les besoins avec l'offre dans tous les domaines de services, dans les domaines productifs. Et ça, je crois que dans une ère où finalement on se rend compte qu'on touche un peu les murs de la planète, notamment pour des raisons de contraintes d'environnement, c'est une technologie qui est extrêmement bienvenue et qui sera massivement utilisée. Oui, alors tout cela s'est rendu possible par les corrélations que l'on fait entre les différentes séries de données. Est-ce que la vraie rupture, elle est là? C'est-à-dire que l'homme a été conditionné pour raisonner via la causalité, c'est-à-dire en se posant le pourquoi des choses, et aujourd'hui on passe à la corrélation. Elle est là la vraie rupture? Oui, c'est une rupture épistémologique en fait. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 3 temps dans l'histoire de l'humanité. Il y a le temps transcendant où on ne cherche pas à faire la démonstration, mais finalement on nous explique que c'est comme ça et que c'est le temps de la transcendance. Ça a duré jusqu'aux Lumières. Et puis après, il y a le temps de la démonstration, effectivement. C'est, je pense, la logique du débat. Alors évidemment, Platon avait un peu introduit ça, mais quand même, c'est devenu une approche scientifique. On est dans une époque scientifique. Et puis, on rentre dans un 3e temps, c'est le temps de l'objectivisme, c'est-à-dire le temps où on confie aux machines la possibilité de prendre des décisions pour nous et plus forcément d'avoir la démonstration. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois inquiétant et en même temps auquel on va se faire, parce que je pense que l'efficacité sera telle qu'on acceptera que les machines prennent des décisions, mais je pense qu'on l'acceptera à partir du moment où on aura la certitude que ces décisions sont rationnelles. Et il faut évidemment que ce soit dans le cadre d'un débat, d'une compréhension de ce que permettent ces machines, et c'est la condition à laquelle on acceptera ça. Et l'analyse prédictive, est-ce que cela vous semble dangereux? C'est dangereux, mais c'est en même temps assez efficace. Hein. Ce n'est pas, encore une fois, de la magie. Vous êtes déjà soumis, dans un certain nombre de cas, à l'analyse prédictive. Vous avez des logiciels, par exemple, qui optimisent le fonctionnement des feux rouges sur des modèles qui sont prédictifs, et vous l'acceptez quand même assez bien. Les systèmes de réanimation dans les hôpitaux sont parfois basés sur des modèles prédictifs, et on ne le sait pas forcément, et ça fonctionne plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a un risque de voir la machine supplanter l'homme, ou est-ce que c'est un pur fantasme? Est-ce qu'il vaut mieux parler de nouvelle répartition des tâches? Je reprends dans une phrase de votre livre: l'organisation des sociétés doit être faite pour remettre les choses à leur place, à l'humanité la transcendance, l'art et la poésie, à la machine la production et l'efficacité. Vous répondez un peu à la question. C'est, je crois, ce qui va se passer, c'est-à-dire que je pense qu'on va rentrer dans une ère de gains de productivité très important. Je suis absolument convaincu de cela. Et ça veut dire que finalement, il y a beaucoup de tâches qui sont aujourd'hui confiées à des humains qui vont être confiées aux machines. Alors ça pose des questions sur la répartition de la valeur, entre autres choses. Sur l'emploi aussi. Exactement. Mais au-delà de ça, je pense que ce qu'on lit beaucoup au travers des transhumanistes, etc., me semble un peu exagéré. C'est-à-dire qu'il y a une part irrationnelle qui est dévolue à l'humanité, et il me semble qu'elle va rester très longtemps dévolue à l'humanité. Je n'arrive pas à concevoir, en tout cas dans un horizon visible, que cette irrationalité, cette capacité poétique puisse être retirée à l'homme.
Alors, vous allez me dire que je ne considère que les risques et que je ne vois que le côté Oui, je dis assez souvent ça, obscur les Français. Ouais. du big data, mais néanmoins, il y a un autre risque qui est d'une actualité brûlante, c'est celui sur les libertés individuelles et la vie privée. Aujourd'hui, on voit le projet de loi renseignement qui prévoit notamment dans un volet la mise en place d'équipements sur les réseaux pour justement surveiller les comportements dans le but d'identifier de potentiels actes terroristes. Vous estimez que c'est dangereux? Oui, je pense que ça l'est. D'ailleurs, Oui. ça fait très longtemps que je le dis. Et là, on voit tout à fait les limites de la capacité des législateurs. C'est-à-dire que le texte introduit en son sein la possibilité d'utiliser des algorithmes pour détecter qui peut être suspect. Et ça, je crois que c'est très important parce que finalement, ça déplace la valeur du droit, du texte à l'algorithme. Et il y a un garçon qui s'appelle Laurence Lessig qui a écrit il y a une dizaine d'années un texte fondateur dans la Harvard Business Review qui est Code is Law, où il dit finalement les législateurs doivent s'intéresser à la technologie parce que la technologie finalement conforme le monde. Et ça, c'est tout à fait la démonstration de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très clairement que le législateur perd la main et qui met finalement les citoyens en risque parce qu'il accepte, sans qu'il y ait un vrai débat citoyen, des mesures qui me semblent être dangereuses parce qu'elles contiennent en leur sein le principe d'une société orwellienne. Donc je crois que moi je suis d'accord pour qu'on utilise des moyens électroniques pour contrer des menaces qui sont réelles, d'attentats, on l'a encore vu il y a quelques jours, mais je pense qu'on ne peut pas le faire comme ça à la légère et dire voilà, si vous n'acceptez pas ce texte, c'est que vous n'avez pas perçu la juste mesure de ces menaces. Je veux bien qu'on accepte ces mesures-là, mais en mettant en place des contre-pouvoirs extrêmement forts. Et je pense que les principes qui étaient énoncés dans les textes fondateurs de notre démocratie, notamment la séparation des pouvoirs, doivent être revigorés pour qu'on puisse limiter les risques intrinsèques de ces textes. Mais si l'on va plus loin, de manière un peu provocante, est-ce qu'on peut dire qu'on va inéluctablement vers le tous fiché? Et si ce n'est pas un fichage de l'État, ce peut être de la part d'une grande entreprise privée qui, pour certaines, sont plus puissantes que des États? Alors, vous savez, vous êtes déjà tous fichés, puisque le principe de l'identité, c'est quand même le principe du fichage, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on a créé la CNIL, c'est pour essayer de gérer ce genre de choses. On va l'être malgré tout de plus en plus parce qu'on va vers l'unification des services de l'État dans une logique d'État-plateforme. Mais au-delà de ça, je pense qu'effectivement les entreprises détiennent beaucoup d'informations. On pense aux GAFA. Vous avez au sein de Google et de Facebook en particulier, dans une moindre mesure d'Amazon et de Twitter et d'Apple, des informations qui sont extrêmement qualitatives sur où vous vous trouvez, ce que vous dites, ce que vous faites, qui vous êtes, etc. Et aujourd'hui, ces informations ne sont pas utilisées telles qu'elles pourraient, mais si vous commencez à mettre des learning machines, à mettre des réseaux de neurones de l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir extraire des choses assez incroyables sur vous, sur moi. Et ça pose évidemment la question de la finalité de ces plateformes et de ce qu'on accepte de leur confier, et donc du droit. Et je suis assez confiant, personnellement, sur le fait que les citoyens dans le monde entier réagiront et introduiront finalement une forme de contre-pouvoir à l'égard de ces plateformes pour qu'on accepte, en limitant leur pouvoir, qu'elles existent, mais avec des limitations importantes. Oui, parce qu'il y a un vrai enjeu de consentement du citoyen. Au XIXe siècle, en Angleterre, lors de l'apparition de la machine à tisser, il y a eu le mouvement... Des lunettes. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait assister de la même manière, de manière parallèle, à un autre mouvement, on va dire néoludisme, de personnes qui s'attaqueraient aux technologies, comme au XIXe siècle, des ouvriers s'attaquaient aux machines à tisser? Totalement. Et vous savez, les ludistes... à leur époque, même s'ils ont perdu, vous savez, ils ont finalement perdu, ils ont essayé d'avoir des concessions, ils ont cassé les métiers à tisser, mais ils ont été à l'origine d'une interpellation sur leurs conditions de travail, et je pense qu'ils ont finalement amorcé le droit du travail. D'une certaine manière, les premières mesures de régulation sont apparues en Angleterre, et directement en conséquence de ce mouvement-là, du droit du travail. Donc je pense que c'est la même chose, c'est-à-dire que il va y avoir l'émergence d'une pensée citoyenne à l'égard de la donnée et sans doute des contre-pouvoirs qui apparaîtront, qui permettront de réguler l'émergence de nouveaux services de ces plateformes. Donc pour conclure, on peut dire que face aux risques induits par l'essor du big data, le maître mot, c'est régulation?
Ah oui, oui, moi je suis persuadé qu'on va vers une ère de régulation et d'une régulation supranationale. C'est-à-dire que la régulation au niveau national a beaucoup de limites parce que les plateformes ne sont pas forcément sur le territoire entre guillemets souverain. Et de fait, on va vers des régulations qui sont au moins européennes, si ce n'est plus. Eh bien, Gilles Babinet, je vous remercie. Je rappelle la parution de votre livre Big Data, Penser l'homme et le monde autrement aux éditions Le Passeur. Merci. Merci.